Alors, on n'a jamais eu autant de données et pourtant, leur maîtrise n'a jamais été aussi incertaine. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents à cette table ronde souveraineté des données et accessibilité. Comment les DSI arbitrent-ils ? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Michel Payan, président de la société DB Square et animateur de la commission data du Club Informatique Provence que vous voyez là. Donc aujourd'hui, c'est une table ronde 100% Club Informatique. C'est nos adhérents et moi-même à qui vais vous faire la présentation. Donc derrière ce sujet, une réalité très concrète. Produire, stocker, accéder à la donnée est devenu un exercice d'équilibriste entre contraintes réglementaires, dépendance aux éditeurs, exigences des métiers et enjeux de souveraineté. Donc l'objectif de cette table ronde est simple, confronter des retours d'expérience issus de secteurs très différents. On a du public, de l'énergie, de la santé, chacun avec ses propres contraintes et ses propres arbitrages. Nous allons structurer le débat en 3 temps. D'abord, la partie production des données. Ensuite, le choix du stockage et d'accessibilité. Et enfin, on verra les contraintes qui sont présentes sur ces décisions. Et bien sûr, à la fin, nous garderons un petit temps d'échange avec la salle en fin de session. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer avec notre premier intervenant. Du coup, Georges, pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement et nous expliquer comment, dans votre organisation, la donnée est produite? Et ensuite, quelles sont les principales sources, qui en est à l'origine, et à quel moment et via quel processus? Tu peux me tutoyer, Michel. Hein. Ouais, ok. J'allais dire bonjour à tous et toutes. Et en fait, merci parce que vous venez juste de rentrer. On avait un public exclusivement masculin il y a encore 30 secondes. Et grâce aux 3-4 personnes qui viennent d'arriver, on a intégré un tout petit peu de mixité. Donc merci à vous. Georges Rodriguez, le directeur des systèmes d'information et directeur du pôle modernisation de la ville d'Avignon. Bon, je vais vous dire 2 mots sur la ville d'Avignon pour ceux qui ne la connaissent pas. Hein. Du coup, c'est une ville d'un peu moins de 100 000 habitants. Pour parler de la municipalité, on est une grosse PME. On a 2300 agents qui sont répartis sur 130 sites municipaux, dont 56 écoles. Hein, du coup, donc c'est un gros volume. En termes de numérique, c'est 1500 postes de travail, c'est quelques métriques, c'est 250 serveurs dont 237 sont des machines virtuelles, c'est 2300 smartphones puisque chaque agent est doté d'un smartphone du coup au sein de la municipalité. Du coup voilà, donc une grosse PME avec une équipe de la DSI qui fait une trentaine de personnes. Voilà, du coup, et on a un système d'information que je vais vous résumer en 2 mots. C'est 5 sous-systèmes, 5 grands sous-systèmes. Le premier, c'est le système d'information aux usagers, parce que on rend d'abord du service aux usagers, jusqu'à preuve du contraire dans une ville, et ça va de l'état civil, du coup, depuis la naissance jusqu'à la mort. Du coup, je ne veux pas péter l'ambiance, mais c'est un petit peu ça. Et puis, ça traverse toute la vie, donc avec le scolaire, le périscolaire, les piscines, les musées, etc. Donc la police municipale, voilà, donc plein de choses. Du coup, énormément, un gros patrimoine applicatif. Le deuxième volet, c'est le système d'information administratif, c'est pour les services supports, du coup, donc tous les services métiers au sein de la ville. On a 55 directions, donc forcément, il n'y a pas une direction qui n'est pas équipée d'outils numériques. Le troisième volet, c'est le système d'information géographique, puisqu'on a introduit du X, du Y, même du Z, du coup, pour les profondeurs, parce que c'est quand même utile de savoir qu'une fibre optique ou qu'une canalisation d'eau, elle est à telle profondeur, du coup, donc on a aussi du X, Y et du Z partout dans nos données. Le quatrième volet, c'est le système d'information collaboratif, du coup, donc avec tous les outils qui permettent de collaborer, du coup, à la fois avec les collaborateurs internes, mais aussi avec les partenaires, les prestataires institutionnels, etc. Et puis le dernier volet, pour aller vite, c'est le système d'information décisionnel. C'est ce qui permet de prendre des décisions. Un petit focus pour Julien, du coup, pour son intervention de ce matin sur le sujet. Donc avec la production d'indicateurs, des tableaux de bord, les boards, du coup. Donc voilà. Donc c'est les 5 grands sous-systèmes d'information. Voilà pour la présentation. Tu veux me rappeler la question, du coup, Michel, s'il te plaît? Donc quelles sont tes principales sources de données?
qui en est à l'origine et via quel processus? Ouais, alors les principales sources de données, il y a les applications métiers elles-mêmes, du coup. Alors sur la base de ce que je viens de vous dire, il y a le citoyen lui-même qui produit qui nous fournit effectivement de la donnée. On a tous les outils collaboratifs que je viens d'évoquer qui permettent de le faire. Il y a les systèmes eux-mêmes, du coup, avec tous les outils de supervision qui eux-mêmes produisent aussi de la donnée. On a les plateformes citoyennes aussi, et puis on a l'ensemble des partenaires. Voilà. Donc ça, c'est vraiment toutes les sources de données. Et du coup, on est dans une logique classique de cycle de vie de la donnée avec de la collecte, de la validation, de l'enrichissement, de l'exploitation, de l'archivage. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on introduit l'IA là-dedans aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous avez un citoyen aujourd'hui qui fait une demande de prestations pour mettre son gosse au centre de vacances et loisirs, et du coup il va pouvoir fournir des pièces justificatives et notamment fiscales. Elles vont être vérifiées par l'IA pour dire que la carte d'identité, c'est bien une carte d'identité qui a été déposée, les informations qui sont dedans sont cohérentes avec le reste. Du coup, quand on traite des milliers de dossiers, parce que c'est un peu ce qui se passe, aujourd'hui on a une vraie valeur ajoutée à ce que ce soit l'IA qui la traite en fait. Du coup voilà. Les difficultés sur la donnée, c'est les grands classiques. Je ne vais rien vous apprendre, les mêmes que vous, j'imagine. Vous me le direz tout à l'heure au moment des questions, mais c'est des silos applicatifs. C'est-à-dire qu'on a beau travailler sur les interconnexions entre les différents outils avec tout ce qu'il existe comme solution, on reste malgré tout avec des silos applicatifs, avec des problématiques de doublons, d'hétérogénéité de la donnée, et puis une qualité très variable en fonction du métier aussi, bien entendu. Voilà. Donc c'est un peu les enjeux qui se jouent, ce sont ceux-là. En fait, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Michel? Très bien, merci Georges pour ce premier éclairage. Du coup, Frédéric, on va continuer sur le tu, parce qu'on se connaît tous très bien. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans le club informatique, on fait tous partie de la commission data. C'est pour ça qu'on se connaît bien et qu'on échange sur ces sujets de manière assez régulière. Du coup, Frédéric, de ton côté, pareil, peux-tu te présenter brièvement et nous préciser quel type de données sont produites dans ton organisation, données de production, indicateurs de pilotage, données projet, et quelles sont les grandes catégories que vous devez manipuler au quotidien? Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour ma part, effectivement, moi je suis Frédéric Griffon, je suis le directeur des systèmes d'information du groupe Iris Solaris. Le groupe Iris Solaris, nous sommes fournisseurs et producteurs d'énergie photovoltaïque. 17 ans d'expérience, aujourd'hui c'est plus de 450 collaborateurs répartis sur 3 pays. Et avec effectivement aujourd'hui plus de 3000 systèmes de production d'énergie répartis sur le territoire français et derrière effectivement il va falloir effectivement gérer toute la partie exploitation, maintenance et toutes les données qui vont avec. Aujourd'hui au sein du groupe nous avons 3 typologie principale de données, d'accord. Donc comme je disais, les données de production, donc ça c'est effectivement ce qui fait tourner le groupe et ce qui rapporte effectivement le revenu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'assure que de par l'analyse des données, nos centrales produisent à leur maximum et en bonne santé technique, si je puis dire, puisque c'est la production et indirectement la revente d'énergie qui rémunère ou qui rapporte du cash pour la société. La deuxième typologie de données, c'est les données plutôt qui découlent des données techniques, mais c'est les données qui vont permettre aux équipes d'ingénierie de piloter et donc piloter à la fois la production des centrales, mais aussi de piloter les interventions techniques éventuelles de nos équipes mobiles au niveau France. On a une centaine de techniciens qui rayonnent sur tout le territoire. Donc effectivement, c'est l'analyse de ces données qui vont permettre à nos équipes de supervision et de maintenance de savoir si réellement il y a des problèmes sur les actifs énergétiques et donc de déclencher des interventions. Je vois là la criticité des données est aussi liée au fait que le soleil, on va dire, il rayonne selon les saisons entre 8-9 heures du matin et 18-22 heures le soir, en fonction des saisons et des territoires. Et donc du coup, effectivement, il faut qu'on ait un système d'information qui soit résilient et qui permette d'absorber, d'adapter, de traiter ces données-là sur ces plages horaires-là. Et la troisième typologie de données principale qu'on a au sein du groupe Iris Solaris, c'est toutes les données liées à nos projets. Comme je disais, aujourd'hui, on a plus de 3000 centrales. 3000 centrales, c'est environ
entre 600 et 800 projets de construction de centrales par an supplémentaires. Donc tout ça, c'est des données effectivement projet opérationnel, c'est-à-dire je vais devoir cadencer la construction d'un bâtiment, cadencer la construction d'une batterie de recharge, cadencer la construction et la mise en exploitation d'une borne de recharge IRVE, etc. Et donc tout ça, effectivement, c'est dans des outils à la fois de gestion de projet, à la fois dans des outils de suivi de chantier et de conformité de chantier, parce que effectivement, au sein du groupe Iris Solaris, la force, c'est qu'on a internalisé toutes les compétences, donc c'est nous-mêmes qui faisons toute la phase BTP, mais aussi la phase construction et la phase également audit, contrôle de conformité, que le bâtiment il tient bien, il est bien accroché et que les fondations sont bonnes. Donc ça, c'est les 3 typologies de données. Et effectivement, ça en fait en fait quelque part une complexité, et pour une DSI ou pour des équipes, mais aussi également toute une chaîne, parce que du coup on se rend compte que sans ces données-là et sans cette chaîne de données, derrière on peut pas effectivement derrière produire des indicateurs de suivi, voilà, pour faire le parallèle toujours, et également après on en parlera, mais la qualité de la donnée, parce que effectivement il faut aussi que la donnée soit le plus propre possible, et surtout qu'on puisse mettre en place des flags lorsque les données sont entre guillemets incorrectes ou incorrectement renseignées, parce que sinon après les indicateurs qui en découlent n'ont plus de sens. Voilà. Merci Frédéric. Du coup, Zacharia, maintenant, ça va être à ton tour également de t'exprimer. Donc, si tu peux te présenter également assez rapidement et nous plonger dans ton univers data lié à la pharma. Tu manipules à la fois des volumes très importants de données brutes, mais aussi des données cliniques et expérimentales. Comment ces différentes typologies de données coexistent-elles et s'articulent-elles entre elles? Merci Michel. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc Zach, moi je suis responsable de la transformation et de la tech chez Innate Pharma. On est une société de biotechnologie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un secteur qui est assez particulier. On est spécialisé en immuno-oncologie. Donc on développe, on invente et on développe des anticorps différenciés qui sont capables d'aller s'accrocher, traiter et détruire les cellules cancéreuses par différents mécanismes. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie, c'est-à-dire que nos molécules, elles sont capables d'aller s'accrocher sur des protéines exprimées sur les cellules, à la surface des cellules tumorales, et d'un côté, et d'un autre côté, d'aller activer la réponse du système immunitaire. Et une autre génération sur laquelle on travaille de molécules, c'est la même chose, sauf que en plus de la complexité biologique de l'anticorps, on rajoute de la chimie à l'intérieur, on rajoute au niveau de l'anticorps, donc on imagine, c'est très très petit, ce qu'on appelle un payload, c'est de la chimio localisée, et dans le mode d'action de ces molécules-là, quand l'anticorps il s'accroche à la cellule tumorale, le payload est libéré et traverse en fait la cellule cancéreuse et il est libéré au cœur de la cellule. Donc il faut imaginer une chimio, mais à l'intérieur du cœur de la cellule tumorale. C'est assez précis, et pour faire ça, on utilise énormément de données. Et sur les données, on a 3 enjeux, en fait, 3 typologies de données, et avec des enjeux bien précis sur chacune des typologies de données. Le premier type de données dont on a besoin et qu'on manipule, c'est des données qu'on ne va pas produire nous, mais qu'on va rechercher dans des bases de données mondiales, mais qui sont complètement éclatées, complètement silotées. C'est pour faire la recherche l'activité un peu plus fondamentale de notre recherche, c'est-à-dire aller identifier ce qu'on appelle les cibles, c'est-à-dire les protéines qui sont exprimées à la surface des cancers qu'on veut traiter. Et pour ça, on a besoin d'analyser énormément de papiers scientifiques sur un site notamment qui s'appelle PubMed. C'est une banque publique de toutes les publications scientifiques mondiales. Donc c'est des abstracts, c'est super compliqué à lire. On a besoin aussi de savoir quel type de cancers sont traités aujourd'hui et d'avoir des données. Pour ça, il y a plein de sources de données possibles, on en achète, mais surtout il y a des sources de données publiques qui s'appellent notamment clinicaltrial.gov. C'est la banque de données qui centralise tous les essais cliniques aux US. Il n'y a pas le RGPD là-bas, donc il y a plein de données. Mais pour ça, il faut aller aussi se connecter. C'est une base de données différente. On a, sans rentrer dans les détails, plein d'autres types de sources. Il y a USPTO, qui est la base de données centralisée de tous les brevets aux US.
On a BioArchive qui est la base de toutes les entités, enfin toutes les protéines mondiales, le génome, enfin mis à jour constamment. Et c'est que des bases un peu éclatées. Et le sujet pour ça, c'est d'accéder à ces données facilement et de pouvoir les traiter le plus rapidement et le plus facilement possible. Donc pour ça, on utilise des IA assez pointues qui sont branchées à toutes ces sources et qui nous aident, en fait, c'est de l'agentique, qui nous aide à collaborer avec des agents pour aller trouver le plus rapidement possible les cibles adéquates. C'est aussi branché à la concurrence, ça scrape tous les sites, les sites web de la concurrence. Donc on a une vue aussi sur quel type de molécules sont développées par la concurrence. Et aussi, c'est branché, on utilise des sources un peu différentes, mais avec des données de patients. Alors c'est aux US, on n'a pas ça en France, mais de patients touchés par certains types de cancers, ce qui nous permet de commencer à préparer ce qu'on appelle le NPV, c'est le Net Product Value, c'est-à-dire quand on va commencer à développer une molécule, il faut qu'on s'assure que par rapport au coût de développement, qu'est-ce que ça peut rapporter, quel est le ROI. Et une des données qui est extrêmement importante pour ça, au-delà de la concurrence, c'est de connaître le nombre de patients par an potentiel. Voilà. Donc ça c'est la première source et on utilise beaucoup d'IA pour aller consolider toutes ces bases de données extrêmement disparates. La deuxième nature de données, c'est ce qu'on va produire dans le cadre de notre R&D. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié et validé la molécule, ça devient un projet. On a une biotech, on développe les molécules. Et en fait, on va générer énormément de données dans nos labos. Et on a besoin, alors c'est l'inverse, on a besoin de structurer ces données qu'on génère et de les intégrer dans des registres structurés transverses qu'on va pouvoir après aller requêter et utiliser par le biais de nos cahiers de laboratoire électroniques. Et là-dessus, on a une contrainte double, c'est la volumétrie, l'accès et la volumétrie, et la compliance avec les référentiels pharma qui sont extrêmement complexes. En termes de volumétrie, si vous voulez un exemple, juste pour un type d'activité, une machine qu'on a dans nos labos, on reçoit des coupes de tumeurs ou d'échantillons de sang qui sont analysés par des machines d'imagerie qui génèrent des images et sur laquelle on va faire tourner des modèles d'IA pour nous aider à aller identifier l'action sur les cellules. Juste ce type d'activité-là, qui représente une équipe de 3 personnes sur plus de 80 en R&D, ça génère tous les 6 mois, on génère plusieurs dizaines de téraoctets de données. On prend une PME, on est à 150, j'ai oublié de le dire, on est 150 collaborateurs, une PME de 150 personnes, je sais pas, ça va aller chercher max peut-être 1 ou 2 téras pour toutes les données de la boîte, quoi. Voilà, nous on génère 10 fois plus tous les 6 mois juste sur une des activités. Donc on a besoin de structurer ces données et de les traiter tout en respectant les réglementations. Et puis la troisième nature de données, c'est une des plus sensibles, qui est les données issues de nos essais cliniques. On a la chance de non seulement de développer des molécules, mais aussi on a pas mal de molécules qui sont au stade clinique, c'est-à-dire qu'on peut les injecter dans l'humain. Dans le cadre d'essais cliniques, donc c'est des essais expérimentaux où des patients sont recrutés. Et donc ces données, elles sont extrêmement sensibles pour plein de sujets, au-delà du RGPD, des données personnelles sur les patients qui sont traités dans le cadre de ces essais cliniques. Il y a aussi un enjeu financier, puisque la valeur, j'ai oublié de le dire, on est doublement coté. On est coté sur Euronext, qui est la bourse parisienne, et sur Nasdaq depuis 7 ans, qui est la bourse américaine de toutes les boîtes de tech. Et donc du fait d'être coté sur Nasdaq, on doit respecter une loi qui s'appelle Sarbanes-Oxley, qui est une loi anti-fraude en fait. Et notamment, et donc pour nous, un des sujets qui impacte, qui est directement corrélé à la valeur de la société, c'est l'atteinte ou la réussite ou non des essais cliniques. Et donc c'est très peu de personnes dans la société qui ont accès à ces données, sinon c'est des délits d'initiés. Et en fait, ces données, elles sont pour le coup directement hébergés chez les partenaires qui gèrent les essais cliniques pour nous. Et en gros, personne dans la société n'y a accès à part le CEO et le directeur médical. Et donc, il faut s'assurer que ces données-là, nous, là, le sujet, c'est plutôt vraiment des données, un sujet de sécurité, et de transparence et d'accès aux data. Voilà pour les 3 typologies. Merci Zach. Donc, on voit qu'on a 3 acteurs bien différents, des données qui viennent de sources vraiment différentes, avec différentes contraintes. On a quand même parlé beaucoup de qualité de la donnée, d'accord ? Ça, je pense que c'est un des maîtres mots, de structuration, d'accessibilité. Du coup, on va voir comment on stocke tout ça et comment on y accède. Du coup, toi, Georges, tu es plutôt, on va dire, sur un modèle
majoritairement on-premise, au moins à l'origine, même si ça évolue. Quels ont été les critères de ce choix? Comment conciliez-vous la partie maîtrise, accessibilité et attente des utilisateurs? Alors, pour répondre à tes multiples questions, la première chose, c'est André Gide qui disait choisir, c'est renoncer. Bah là, en l'occurrence, on n'a pas forcément spécialement le choix. C'est-à-dire qu'entre le modèle on-prem ou le modèle hybride, aujourd'hui, on est plutôt, en mode SaaS, du coup, aujourd'hui, on est plutôt dans un modèle où les éditeurs vous imposent, en fait, le choix, parfois. Alors, parfois, ils vous laissent le choix, mais c'est de plus en plus rare. Donc, le curseur se déplace. C'est-à-dire qu'on a eu un curseur où on était à 80% on-prem, et puis maintenant, on est à 50-50. On a 56 applications métiers qui sont hébergées chez nous, donc dans nos data centers, et puis 57 pour le coup, on est pile à la moitié qui sont en mode SaaS en fait. Du coup, donc le curseur se déplace évidemment dans ce sens-là, donc on n'a pas forcément le choix. On a quelques cas malgré tout où on déplace le curseur dans l'autre sens, mais c'est très ponctuel en ce moment. On avait pour les 6 musées, on avait plusieurs solutions qui sont issues du même éditeur. Il y en avait une partie qui était on-prem, d'autres qui étaient hébergés du coup, et on a tout réinternalisé en fait. Donc mais c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. C'est un peu le modèle français, ça. Du coup, l'exception qui confirme la règle. On est un peu là-dedans quand même. Du coup, donc ça, de dire aussi que on n'est pas sur un modèle. Donc, j'insiste là-dessus. On n'est pas sur un modèle idéologique et de dire c'est super, on garde tout chez nous, ou c'est super, on met tout dans le cloud. On est plutôt pragmatique et on essaye de calculer le ROI à chaque fois pour chaque sujet. Donc, il n'y a jamais de règle prédéfinie sur la question. Après, on a des sujets qui du coup s'imposent. De même, je vais prendre l'exemple de la vidéoprotection. Aujourd'hui, on a 200 sites vidéo protégés, ça représente 800 flux vidéo. Un flux vidéo, c'est 1,2 Tera de stockage pour une conservation d'image pendant 14 jours ou presque 3 Tera pour une conservation pour 30 jours du coup. Donc autant vous dire que ça en mode SaaS c'est un peu compliqué quoi en fait du coup, donc on le fait pas. Donc ça pour le coup c'est bien hébergé chez nous avec des salles entières d'équipements qui permettent de conserver ces enregistrements vidéo. Donc là on est vraiment sur la maîtrise du stockage, on est sur une logique de données qui sont particulièrement sensibles, une notion d'autonomie aussi sur cette question-là, de sécurité, de performance et puis et sur la partie SaaS, évidemment, on a quand même des avantages. Il faut le dire. On a en fin d'année, on a déployé 3 applications métiers en 3 mois qui étaient hébergées. Entre le moment où on a pensé se doter d'une solution métier et le moment où elle était en prod, il s'est passé 3 mois pour les 3 solutions. On a accéléré du coup le rythme de déploiement des outils avec une vraie industrialisation avec les prestataires aujourd'hui. Donc ça c'est un gros avantage. Après, appelez ça comme vous voulez. Nous on appelle ça des crédits d'investissement, des crédits de fonctionnement. Vous allez appeler ça des OPEX et des CAPEX du coup en fonction de si vous êtes issu du monde du secteur privé ou du secteur public. En tout cas, nous on a plus de facilité à utiliser de l'investissement du coup que du fonctionnement. Donc ces applications, cette augmentation du portefeuille a des conséquences sur vos impôts, sur les nôtres du coup qui sont non négligeables et qui sont pas extensibles à l'infini en fait du coup, donc il faut pas le perdre de vue. Donc on essaye à chaque fois de se dire voyons les choses sur 6-7 ans, c'est à peu près la durée de vie d'une solution et voyons quelle est la plus intéressante parce que parfois on peut avoir des surprises en fait du coup sur ce volet économique. On a aussi la notion de conformité à la fois réglementaire, sécuritaire, technique du coup, et il faut quand même le dire, le mode SaaS nous a enlevé une bonne épine du pied pour peu que contractuellement on s'assure que les opérateurs avec qui on travaille font le job, et donc on a aussi un rôle à jouer et de dire on ferme pas les yeux en fait, on leur demande de nous rendre des comptes, on leur demande de gérer la question de la réversibilité. Alors moi j'aime bien la question de la réversibilité parce qu'en fait c'est un peu comme un mariage en fait, on n'a pas envie au moment de se marier de se poser la question de savoir comment ça va se passer quand on va se séparer. La réversibilité c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question de dire comment ça va se passer quand on va se quitter quoi en fait avec le prestataire. Et il faut se poser la question dès le départ parce qu'une fois qu'on est marié, c'est un peu plus compliqué. Et à la fin, en général, c'est comme un mariage, on sent le chéquier. Enfin, moi, je sens le chéquier, du coup, sur ces questions-là. Donc voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Michel ? Très bien, merci Georges. Du coup, Frédéric, toi, de ton côté, on va dire vous êtes directement parti sur un choix plutôt mixte
entre l'on-premise, le SaaS et le cloud complet. Peux-tu m'expliquer comment s'est construit cet équilibre et quel type de données vous placez dans quel environnement ? Oui, donc effectivement, le groupe Iris Solaris, hein, comme je l'ai un peu précisé tout à l'heure, ça fait donc maintenant 17 ans que ça existe. Par contre, il a grandi très vite. Il a grandi très vite les dernières années. Pardon. 2026, 2023 à peu près 180 personnes, 2018 il devait être dans les 50 personnes, ce qui a fait que effectivement historiquement tout était on-prem puisque petite PME, en plus on avait des dirigeants qui étaient on va dire de culture informatique et puis comme toute PME tout le monde fait un peu tout et on aime bien avoir sous la main nos informations. Après effectivement la société, le groupe ayant grandi vite, il a fallu effectivement s'appuyer sur la force du SaaS, on va pas se mentir là-dessus, effectivement comme le disait Georges, c'est aussi un avantage, c'est que du coup on a été fait le choix de prendre des solutions qui répondaient à des besoins métiers, des besoins opérationnels et en quelques semaines c'était paramétré et ça faisait le travail, donc ça là-dessus voilà. Donc aujourd'hui effectivement on a si je ne dis pas de bêtises, environ 120 applications, mais tout confondu. Hein, de la petite solution, on a 2-3 licences. À la solution, on a 450 licences. Et majoritairement, alors je n'ai pas forcément les chiffres en tête, mais on doit être effectivement à 40% ou 35% on-prem et le reste en SaaS. On a fait le choix plutôt un peu stratégique de garder en fait tout ce qui est un peu pilotage propre de la société, donc tout ce qui va être donné de RP, donné de la compta, tout ce qui va être vraiment les fichiers, les serveurs de fichiers, tout ce qui va être les serveurs de base de données, les serveurs de développement. Tout ça, ça a été conservé en local, hein, d'accord. Donc effectivement, dans nos propres salles informatiques, et parce que c'est vraiment en fait le cœur et la data de l'entreprise. Et après derrière, effectivement, on a fait le choix, tout ce qui est collaboratif au sens très large, de l'externaliser, parce que c'est un peu la force et le fait que ce soit joignable en permanence. Et puis ça nous a apporté aussi la possibilité à la fois de faire collaborer les gens entre eux, de mieux communiquer, de mettre en place des couches de sécurité. Le troisième point, j'ai oublié un deuxième point bis, mais c'est pas grave. Et le troisième point, effectivement, c'est toutes les données plutôt métiers. C'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a environ entre la partie commerciale, la partie technique, 100-150 personnes qui sont en permanence sur le terrain. Et donc, on avait besoin également, et ça c'est aussi la force du mode SaaS, d'avoir des applications qui fonctionnent en mode à la fois soit connecté, soit déconnecté, comme je disais, hein, les outils qui nous permettent de faire nos audits de qualité, nos outils qui nous permettent de pouvoir faire nos rendez-vous commerciaux en pleine campagne, hein, parce que nous, une particularité, c'est qu'on travaille en zone rurale, hein, en plein champ, hein, vraiment à l'écart de tout système de 3G, 4G ou je ne sais quoi. Et donc du coup, effectivement, ces outils permettaient de pouvoir répondre à ça et après de continuer et de reporter l'activité le soir, entre guillemets, ou lorsque la personne va à l'hôtel ou rejoint l'agence. Ça nous permettait de pouvoir resynchroniser et récupérer les données. Donc ça, effectivement, c'est les trois typologies de données. Et comme effectivement, tu le disais, Georges, ce qui est important, effectivement, c'est que dans le cas d'Iris Solaris, effectivement, on a des données, on a différentes sources de données, hein, du coup, comme on le disait, mais ce qui va être super important, et effectivement, indirectement, on parlera peut-être sur NIS 2, parce qu'effectivement, nous, on est soumis à cette réglementation, c'est la partie effectivement traçabilité, qui accède aux données, est-ce que c'est justifié, comment les données sont effectivement stockées et sous quelle juridiction, parce que du coup ça revient également à tous ces éditeurs, effectivement, il faut aussi avant prendre le temps d'analyser les contrats, de les challenger, éventuellement demander des modifications, etc. Et après derrière, effectivement il y a un travail de cartographie, de pilotage, et ça, il ne faut pas le sous-estimer, c'est un travail qui est très chronophage, très important, au quotidien presque. Et voilà. Merci Fred. Du coup, toi, Zach,
Tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, tu évolues dans un environnement réglementaire très contraint entre l'environnement pharma et les environnements marchés financiers qui qui imposent le respect d'exigences de reporting financier, par exemple, de sécurité informatique ou d'audit défini, comme tu le disais, par la loi SOX, quoi. Dans quelle mesure ces obligations t'ont-elles orienté dans la partie infrastructure et comment vous conciliez la partie conformité, accessibilité et souveraineté de votre data? Alors, pour nous, on a une approche de la souveraineté qui est plus par les risques, dans le sens où notre sujet principal pour ça, c'est qu'il n'y a pas de partenaires, en tous les cas souverains, qui sont capables de faire ce dont on a besoin. Par exemple, pour la solution dont je parlais pour gérer les cahiers de labo électroniques, c'est des tablettes dans nos sites de production et de labo, et en gros, il y a les protocoles qui sont enregistrés dessus, et les collaborateurs de la R&D suivent les protocoles et saisissent les données structurées et rédigent aussi leur compte rendu avec les données non structurées. Ce genre de solutions qui sont clés pour notre activité, ça n'existe pas en France. Pour la petite histoire, dans le RFP, j'avais trouvé une société française qui était un spin-off d'ancienne Sanofi, et elle a été liquidée pendant le RFP. Et voilà, c'est la seule... c'était ma... c'est pas drôle, mais c'est la réalité malheureusement. Il n'y a que des boîtes américaines, ou au mieux UK. Et dans tous les cas, les data centers qui sont utilisés, ils sont chez Amazon ou Google, mais principalement Amazon. Et quand bien même, dans les contrats, on négocie le fait d'avoir des serveurs sur le sol européen. Ça nous aide pour des choses du type RGPD ou les actes européens. Enfin, voilà. Mais dans tous les cas, c'est des sociétés américaines et le Cloud Act, il s'applique et nos données sont plus trop à nous à partir du moment où elles sont dans ces clouds. Et c'est pour ça qu'on a plutôt une approche pragmatique par les risques, en se disant qu'est-ce qu'on a besoin de garder, nos données stratégiques, les données liées, nos données brutes, qui sont vraiment la source de données à laquelle on nous demande de remonter dans le cas de due diligence avec un partenaire ou d'inspection des autorités réglementaires. Donc ça, on les garde en interne. Et puis de toute façon, on en déverse tellement qu'on ne pourrait même pas les mettre dans un cloud assez simplement. Et en revanche, toutes les données raffinées qui vont dans les systèmes, du coup, vu qu'il n'y a pas de solution souveraine, on utilise les partenaires et les pure players qui permettent de faire ça. Que ce soit pour des données métiers, j'évoquais rapidement le cahier de labo, ou des données financières. Comme on est coté sur Nasdaq, on doit répondre à la loi SOX. Et pareil, il y a très très peu d'éditeurs. On a émis quelques français, mais bon, au final, on a choisi SAP. Et je pense qu'on est la seule PME du coin à moins de 200 salariés à avoir SAP et SAC, et SAP Analytics Cloud pour faire tourner le budget. Dans tous les cas, quand on avait fait l'étude, on s'était rendu compte que ne pas choisir ce genre de solution qui est in fine un peu plus coûteuse, un peu plus complexe à utiliser, ça nous serait revenu plus cher, parce que dans tous les cas, il aurait fallu déporter la charge de contrôle et de documentation de ces contrôles qui est automatisée au travers du système. Il aurait fallu le faire et donc recruter plus de gens à la compta. À la fin, c'est toujours mieux de partir sur ce genre de solution. Voilà, et d'où le sujet de l'approche par les risques, en fait, pour répondre à nos enjeux réglementaires et de souveraineté, qu'on met au même niveau en fait que les besoins métiers. Et puis après, en fonction des sujets, soit on donne, mais en connaissance de cause, gain, ou en tous les cas, on accorde plus de priorité sur les besoins réellement opérationnels et métiers, ou soit on accorde plus d'importance sur les besoins en termes de conformité, comme par exemple pour SAP ou pour d'autres sujets qui ont une empreinte réglementaire très forte. Et le dernier point sur la souveraineté, pour nous en tout cas, c'est que c'est vrai que c'est important dans tous les cas, c'est des réglementations et des lois qu'il faut respecter, mais en tous les cas, notre expérience à nous, je dis toujours qu'on est une petite boîte, mais on a le même contrôle interne que Sanofi et le même process que Sanofi, c'est que on est tout petit, on n'a pas les mêmes budgets ni les mêmes moyens, et pourtant on doit répondre à des choses qui s'adressent à de très grosses structures. Et en fait, les gagnants, je pense, dans ce genre de contexte, c'est quand même plus les gros que les petits. Et je parle de nous, mais ça vaut aussi pour les partenaires avec qui on bosse. On travaille qu'avec des grosses boîtes.
On a très très peu de petits partenaires, sauf pour des sujets vraiment très techniques ou très IT où on peut s'appuyer sur des partenaires locaux, mais c'est très compliqué toujours pour nous, pour des sujets vraiment transverses ou métiers, de trouver des partenaires locaux ou à minima souverains. Et quand je dis locaux souverains, c'est européen, quoi. Merci Zach. Du coup, on voit bien que, comme disait Georges, on a souvent des choix qui sont contraints, malgré tout. Donc c'est vrai qu'aller vers le SaaS, c'est une solution rapide et efficace. Ensuite, il faut encore contrôler notre prestataire et voir justement cette fameuse réversibilité et peut-être également l'accès à la donnée elle-même, parce que des fois on a quand même besoin d'avoir accès à cette donnée brute, justement pour faire nos tableaux de bord, sans être obligé de payer un tableau de bord supplémentaire que notre éditeur va vouloir nous redévelopper. Du coup, Georges, toi, en tant qu'acteur public, tu fais face à des contraintes spécifiques. On en a parlé rapidement tout à l'heure, le RGPD, voilà, on passe cacher derrière son petit doigt, ça fait un moment qu'on en parle. Mais aussi, tu as quand même une pression croissante des éditeurs pour passer en mode SaaS. Forcément, le mode récurrent est plus juteux pour les éditeurs. Du coup, comment vis-tu ces évolutions et dans quelle mesure ces choix imposés, entre guillemets, influent-ils la stratégie de l'IT ? Je vais te rassurer tout de suite, je le vis bien, Michel. Mais plus sérieusement, alors effectivement, nous on est contraints. On a 3 éléments. La première chose, c'est de moderniser les services publics. Évidemment, les gens n'acceptent plus aujourd'hui. Nous, il y a encore 2 ans. Allez, petite anecdote. Il y a encore 2 ans, à la ville d'Avignon, quand vous vouliez inscrire votre gosse au centre de vacances et de loisirs, c'était la guerre au téléphone. C'est-à-dire qu'il fallait appeler un service et attendre tranquillement que quelqu'un soit disponible. Parmi les 4 agents, vous imaginez sur une ville de presque 100 000 habitants, et ça a discuté sur Facebook pour dire yes, j'ai réussi à avoir une place pour mon gosse, parce que c'était presque un truc incroyable, quoi. Donc de fournir des téléservices, ça semble tellement évident du coup que nous on n'y était pas encore. Donc du coup il y a ce vrai travail de modernisation effectivement, et de répondre aux attentes à la fois des usagers mais aussi des utilisateurs, parce que nous on doit répondre au niveau de la DSI à des sujets là, et tout ça en respectant les contraintes réglementaires et budgétaires, parce que forcément on a ces contraintes, et particulièrement effectivement le RGPD. Le RGPD, ça a quand même permis quelque chose d'essentiel, c'était la cartographie, du coup de poser effectivement nos process, nos données, et puis de poser des concepts aussi du coup qui sont aujourd'hui évidents et qui n'étaient pas forcément. Le premier, c'est de dire clairement, je vous le dis, si vous ne le savez pas, les villes, en tout cas la nôtre, ne vend pas ces données à qui que ce soit, en fait, du coup, et c'est quelque chose qui était peut-être à marteler, à dire, parce que c'était pas forcément su. Donc nous, c'est le cas. Le deuxième point, c'est de dire, se poser la question, de dire, alors pour le coup, je n'irai l'avoir dit, mais ça sortira pas d'ici, mais s'il y a un truc sur lequel on peut remercier notre ami Trump, c'est qu'il a remis au cœur du sujet la question de la souveraineté. C'est le seul truc sur lequel on peut le remercier, me semble-t-il, du coup. Et en tout cas, ce sujet il est revenu au centre de la question, et donc le RGPD il avait posé aussi la question de la localisation des données. Il a aussi posé la question de la durée de conservation des données. Le RGPD il a aussi posé la question de qui accède à quoi, et la notion de minimisation, de sécurisation, by design aussi du coup. Donc c'est clairement une révolution, mais qui est, enfin moi à mon sens, excessivement positive. On peut le vivre comme une contrainte, ou on peut le vivre comme une opportunité. Nous on le vit comme une opportunité, clairement. Bon, on en a déjà parlé sur le sujet du SaaS, je ne vais pas y revenir, entre le fait qu'on en ait la moitié chez nous, l'autre moitié en mode SaaS. Ce que j'ai envie de vous dire peut-être, et de le partager avec vous, vous me direz pendant vos questions ou vos remarques si vous voulez, c'est que moi j'ai reçu Microsoft en fin d'année dernière pour le renouvellement de notre contrat M365 du coup, et en fait moi je leur dis gentiment que ils se comportent comme des startups, c'est-à-dire qu'en fait ils vous proposent des services en mode SaaS en lieu et place des solutions avec des licences dites perpétuelles du coup, et qui au départ sont excessivement intéressantes au départ. Et puis une fois que vous devenez captif, voire prisonnier, vous prenez des 20 à 40% d'augmentation de tarifs parce que vous êtes devenu captif ou prisonnier. Et moi je leur dis gentiment que quand je me sens prisonnier, à un moment donné, je vais sortir. Et donc nous, on est dans cette logique effectivement de recherche de solutions pour non pas sortir, mais en tout cas avoir une trajectoire de réduction de l'adhérence, ne serait-ce que pour maîtriser
à la fois notre environnement technique, mais aussi nos finances publiques accessoirement, parce que quand je passe de 750 000 potentiellement à 1 million d'euros par an de licensing chez Microsoft, c'est directement dans nos poches de contribuables que ça se passe en fait, ces questions-là. Et ça se passe aussi en se disant, c'est 250 000 de plus de licences, et c'est autant de services qu'on rendra en moins sur d'autres sujets à nos usagers en fait. Du coup, c'est clairement ça en fait, l'enjeu majeur en fait, sur ces questions-là. J'ai pété l'ambiance ou ça va? Non, c'est bon? Ça va. Voilà, Michel. C'est bien, Georges. Merci du coup pour ces contraintes exprimées. Du coup, toi, Frédéric, tu es soumis à de la conformité avec des contraintes de plus en plus fortes, notamment Nice 2, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, mais qui va revenir sur la table assez fort en fin d'année et l'année prochaine, je pense. Mais aussi, comme tu disais, des CGU imposés par les éditeurs. Du coup, comment ces obligations influent-elles sur tes choix technologiques et sur la gouvernance des données? Donc, comme effectivement tu le disais, aujourd'hui, Nice 2, en tout cas, moi, dans mon travail au quotidien et dans ce que je demande aux équipes, quelles qu'elles soient, aux équipes métiers, aux équipes opérationnelles, c'est de prendre en compte d'ores et déjà cette directive, même si aujourd'hui elle n'est pas encore entrée officiellement en application, parce qu'effectivement, donc ça c'est un enjeu réglementaire. Pour rappel, on est fournisseur producteur d'énergie, donc on est défini comme ou classifié plutôt comme entité essentielle au niveau de la directive Nice 2, et donc on se doit de la respecter. Donc effectivement, ça demande effectivement pas mal de choses en termes de data, donc comme localiser les données, garantir la continuité de service, notifier la CNIL super rapidement lorsqu'il y a un incident. Et donc tout ça, effectivement, ça fait partie de la vingtaine de mesures qui sont devenues incontournables. Le second enjeu, c'est effectivement, tu en as un petit peu parlé, Georges, c'est les modalités des éditeurs SaaS, donc les CGU, les conditions générales d'utilisation, qui indirectement vous sont envoyées pour acceptation. Je sais pas si on fait un sondage, mais je suis pas sûr que beaucoup de personnes autour de la table lisent les conditions, les mises à jour de conditions, et donc du coup indirectement vous allez vous apercevoir que dedans du coup ils intègrent en fait des contraintes ou des obligations qui sont notamment de vous acceptez implicitement que vos données ou vos habitudes d'utilisation soient soumises à entraîner les modèles d'IA, les modèles d'IA agentique, etc. Et donc ça, effectivement, ça pose problème, mais effectivement, ça met en évidence le troisième point que je voulais aborder, c'est effectivement la dépendance à ces solutions-là, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, effectivement, on voit que, Georges, toi, t'en as parlé sur l'aspect financier, mais dans le fond, c'est la même chose. C'est effectivement, on est appâté par des solutions qui font le travail qu'on recherche, qui rendent le service, sauf que derrière, effectivement, on en est dépendant, mais on est dépendant dans l'utilisation de nos outils, mais également dans le travail au quotidien de nos équipes opérationnelles. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, on peut pas prendre une décision comme ça d'en sortir. Il faut effectivement peser tous les arguments pour savoir comment sortir de ça, comment faire en sorte de casser les chaînes avec ces éditeurs. Et donc du coup, effectivement, la souveraineté et le choix, et ça peut être aussi dans des critères d'éligibilité, de choix, dans des critères de choix lors d'appel d'offres ou de choix de logiciels, c'est qu'effectivement, comment on gère la réversibilité, comment est-ce qu'on va gérer la souveraineté, et comment on peut s'assurer qu'on n'est pas pieds et mains liés avec nos éditeurs. Voilà Michel. Ok, merci. Donc rapidement, Zach, parce que c'est vrai qu'on a été assez bavard et on va arriver à la fin du temps réglementaire. Du coup, revenons sur l'environnement dans lequel tu évolues avec des fortes contraintes réglementaires. On a dit tout à l'heure liées à l'industrie pharma et au marché financier. Quelles sont les implications en matière de système et est-ce que vous avez encore des marges de manœuvre dans vos choix stratégiques ? Alors, n'hésite pas à me dire si je suis trop long. Mais effectivement, alors la première des contraintes avant les lois et les réglementations, c'est la contrainte marché. Je ne suis pas sûr si on s'imagine ça, mais c'est un milieu ultra concurrentiel.
Pour vous donner un ordre d'idée, je vais parler que de l'oncologie, là, que de ce secteur-là, enfin que de cette cible thérapeutique-là, pardon. Depuis 2018, la croissance des grosses pharma, des big pharma, type Lilly, Sanofi, AstraZeneca, sur ce secteur-là, en termes de développement de nouvelles molécules, se fait quasi exclusivement en fait, par de l'externalisation de R&D avec des sociétés comme la nôtre. Au détriment de la R&D interne des grosses structures. Et clairement, depuis ces années-là, enfin depuis 2018, à date aujourd'hui, il y a plus de 80% des futures molécules qui vont arriver sur le marché, en tous les cas qui ont le potentiel d'arriver sur le marché, qui sont dans le portefeuille projet ou futurs produits des biotech précliniques, donc c'est nous qui ne vendent pas encore. Et ça se chiffre en centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires potentiel. Donc c'est le premier enjeu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinon on ne va pas toujours aussi bien, mais à minima aussi vite et idéalement plus vite que les autres. Et la portion des centaines de milliards, elle n'est pas pour nous, elle est pour les autres. Le deuxième sujet, c'est la concurrence qui est beaucoup plus internationale, qui est beaucoup plus féroce, au-delà du shifting, enfin, du paradigme de l'industrie, et notamment au travers de la Chine. Sur les 3 dernières années, le chiffre d'affaires d'out-licensing des biotech chinoises, il est passé de 1 milliard à 40 milliards. Enfin, c'est assez incroyable. Sachant qu'il faut se dire qu'en gros, 1 milliard, c'est le prix d'une molécule. C'est en gros 1 milliard d'investissement et 15 ans de développement en moyenne aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que sur les 3 dernières années, on est passé de 1 molécule dealée à 40. Et puis, ces 40 molécules en Chine, elles ne sont pas faites avec des biotech françaises. C'est une grosse perte pour les sociétés comme nous. Donc nous, on a intérêt d'aller toujours aussi bien, mais voilà, d'accélérer le delivery de notre R&D et de notre accès ce qu'on appelle au first in human, c'est-à-dire qu'on démontre qu'on a suffisamment de données qui permettent d'aller chez l'humain dans le développement de nos molécules. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas trop le choix. Malheureusement, on n'a pas le privilège de pouvoir développer des solutions qui sont réellement souveraines, où on doit faire avec ce qu'on identifie. Et d'où le sujet que je disais au début de l'approche par les risques, en fait. On a des données critiques qui doivent rester en interne et on investit, on développe, et on prend la main dessus. Et puis après, on a des sujets sur lesquels on doit forcément travailler avec soit des pure players ou en tous les cas des plus grosses structures par le biais de contrats cloud qui, on sait très bien, ces données ne seront pas hébergées chez des sociétés françaises ou à minima européennes. Et donc ça, je rejoins un peu ce que disaient les collègues, c'est que le sujet pour nous, c'est vraiment la maîtrise, ou en tous les cas la discussion contractuelle sur plein de sujets, sans rentrer dans le détail, mais tu vois, ça me faisait penser à une discussion qu'on avait eue avec un dernier très gros partenaire sur lequel on s'est engagé pour 5 ans, pour une partie de l'IA et de nos cahiers de labo. Et en fait, dans le contrat, dès le début, on a mis 4 mois, je crois, à négocier ça. Ils ont lâché l'affaire à la fin. Mais on a capé, en fait, dès le début, donc dans 5 ans, l'augmentation de tarifs des licences, du coup, dans 5 ans, et de mémoire, enfin, sans trahir des trucs confidentiels, mais c'était un certain pourcentage si on s'engageait pour 5 ans, et un peu plus si on serait engagé que pour 3 ans. Et puis de toute façon, moins de 3 ans, on sait très bien qu'avec des sociétés de SaaS, ça veut dire qu'on veut les changer, donc là-dessus, il n'y avait pas de limite. Mais voilà, donc c'est une approche comme ça un peu différente, dans la gestion qui est un peu moins technique pour des personnes de l'IT, mais qui est plus dans la relation contractuelle avec les partenaires et le challenge. Et l'enjeu pour nous, c'est de réussir à concilier ces deux visions, puisque dans tous les cas, comme beaucoup d'entre vous et comme vous, on a une contrainte, on a une infrastructure hybride qui est forcément liante, qui est répartie entre cloud et on-prem. Voilà. Ok, merci à tous les trois pour vos retours concrets et sans filtre. Je vais être concis du coup pour la conclusion, puisqu'on a écoulé notre temps de parole. Souvenez juste que sans data, il n'y a pas d'IA. Hein, donc voilà, pour raffiner, il faut avoir de la donnée brute et de qualité à disposition. Donc je ne sais pas si vous avez une ou deux questions. On ne veut pas vous laisser... Fred ? Moi, j'ai une petite question. Je suis complètement d'accord sur le fait de raffiner la data pour aller ça. Mais je vais me poser la question sur le fait d'avoir des politiques de chiffrement, en fait, en fonction du type de données, pour que ce soit un peu indépendante, comme dans Laura, un peu, d'avoir à la fois le chiffrement externe, mais le chiffrement interne, un peu porté vraiment propriétaire, finalement.
enfin, propriétaire, en tout cas qui appartient à la société, et d'avoir des fois de la sécurité autoportée avec du blockchain, des choses comme ça. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui fait sens, que ce soit chez Netpharma ou dans vos activités, dans certains cas en fait un peu particuliers, et si c'est planifiable quoi en fait, si ça. Si vous voulez, je peux commencer. Oui, non, complètement. Alors, pour la petite histoire, on a utilisé à l'époque, je sans rentrer dans le détail, mais il y a quelques années, on vendait un produit qui s'appelait Lumoxity pour certains types de leucémie qu'on a dealé avec AstraZeneca plus tard. Et pour ça, notamment pour tracer les numéros de série, on utilisait une solution qui traçait dans de la blockchain. Donc ça fait il y a, je sais plus, 5 ans. Enfin, ça fait partie de ce qu'on regarde. En interne, pour nous, c'est un peu plus compliqué de développer ça. En revanche, on utilise effectivement des systèmes qu'on a développés en interne pour soit pour crypter, soit pour chiffrer, ou soit carrément pour siloter, isoler les serveurs, enfin les sources de données, en tous les cas, les sources qui contiennent nos données dans nos labos. Parce qu'après ça rejoue la perf en fait. C'est ça. Après, c'est compliqué parce que derrière, il faut que ça communique avec le reste. On ne peut pas le garder seul. Et le sujet, c'est que c'est très compliqué après de mettre ce genre de technologie dans un workflow qui pour le coup est efficace. Voilà, c'est ça la principale contrainte. Alors merci, je suis désolé de devoir clôturer. Merci à vous. Rendez-vous à 18h Merci à la tous. conférence de clôture.